Bonjour à tous et bienvenue sur Focus On. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Dans les yeux d'eux. Aujourd'hui, on se retrouve avec Franck Lostis, gardien de Saint-Brieuc en National 2. Et donc on va le rejoindre à la plage des Rosières pour l'interviewer et en connaître plus sur lui. On y va? Allez, c'est parti. Bonjour Franck, Bonjour. merci de nous accorder du temps sur ton planning très chargé justement de ce milieu de saison. Donc on va te poser quelques questions sur ta carrière, sur justement ta vie de footballeur. Et donc à la fin on aura un petit jeu, 10 questions où tu pourras répondre par oui ou par non ou par des petites réponses sympas quoi. Avec plaisir. Donc là, on se retrouve à la plage Ça. des Rosières. Est-ce que tu as choisi ce lieu par hasard? Est-ce que tu as une petite histoire avec ce lieu? Petite histoire, non, mais c'est le premier endroit que j'ai vu quand je suis arrivé ici. Quand j'ai signé, pure coïncidence, le club organisait un petit apéro sur la plage. Ok. Et moi, j'avais fait 10 heures de route pour venir signer ici. Et j'arrive à 18 ou 19 heures et on me dit, allez, passe au Rosaire. Il y a un petit coup offert par le club avec les bénévoles, les joueurs. Ouais. Ça permettait, moi, d'arriver, de rencontrer déjà mes futurs coéquipiers, le futur staff, dans un contexte autre que le foot. Et c'est vrai qu'ici, c'est sympa, c'est vaste, c'est ressourçant et on aime bien venir en famille. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à venir signer ici à Saint-Brieuc au fin fond de la Bretagne Nord Non, tout simplement, c'est allé assez rapidement. Moi, je joue à Bourg-en-Bresse, à côté de Lyon. Et donc, la saison s'est pas très bien passée. On est descendu en N2. Je n'étais pas satisfait de ma saison. Et puis, j'ai un coach que j'ai eu pendant 3 ans au Puy, Roland Vieira, qui signe donc à Saint-Brieuc. Il m'envoie un message, voilà, il me propose le projet, voir si ça m'intéresse, si je suis disponible et surtout intéressé. Il faut savoir que c'est un coach que j'apprécie beaucoup humainement et même sur le terrain. Il m'a relancé quand j'étais au chômage en 2017. Donc c'est quelqu'un, je sais comment il travaille, je sais comment il est. Donc c'était un plaisir de le retrouver ici. Donc c'est quelque chose, c'est un élément qui a beaucoup compté dans ma venue ici. Puis ensuite les échanges que j'ai pu avoir avec le président Guillaume Alanou ont été tellement fluides, tellement simples, tellement faciles entre guillemets que quand je suis arrivé ici, je savais déjà plus ou moins où je mettais les pieds. Puis avec le groupe qu'il y a, au bout d'une semaine, j'avais l'impression que j'étais là depuis 6 mois. Donc ça s'est passé très rapidement et de très bonne manière. Je suis très bien ici, avec ma famille, on se sent très bien ici. Et justement, souvent, quand on entend parler de l'équipe de Saint-Brieuc et son parcours en Coupe de France, on parle souvent de la synergie qu'il y a au sein de l'équipe. Est-ce que tu l'as ressenti dès le début ou est-ce que, comme dans d'autres équipes, tu as eu un certain temps d'adaptation? Comment s'est passé vraiment ton arrivée après tes quelques mois? Ça a été facile pour toi du coup? Très facile parce que déjà j'arrive à un âge où voilà, j'ai l'habitude, j'ai fait quelques clubs déjà, donc j'ai l'habitude de changer de temps en temps de club. Donc comment arriver pour s'adapter? Ouais. Maintenant j'ai un petit peu l'habitude. Et puis j'ai un tempérament assez facile, je suis pas compliqué, donc voilà, c'est assez facile pour moi de m'intégrer, je suis assez sociable et tout, donc pas de problème. Je suis arrivé dans un groupe avec beaucoup de gens de mon âge. Donc Ok. déjà, ça veut dire on a beaucoup de choses en commun, on partage beaucoup de choses. Et puis, il y a un groupe de jeunes et d'un peu moins jeunes dans l'équipe aussi qui a une très bonne mentalité. Et du coup, cette concentration dans le groupe de ces différents groupes d'âge, ça se passe hyper Ouais. bien. Et dès le début, comme tu disais, je me suis senti hyper bien avec la sensation d'être là depuis quelques temps déjà. Et déjà, ça, quand on ressent ça, c'est que ça part bien. Ouais. Et sur les 2 saisons, il y a vraiment une bonne mentalité, des bons groupes à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est sans un bon groupe, tu fais pas de parcours en coupe. Bien Donc sûr. là, aujourd'hui, on est en quart parce qu'on a une bonne mentalité et qu'on se donne. Oui, je vais revenir un peu sur ta carrière. Justement, tu disais que tu avais t'aimais bien changer de club. Je rappelle que tu as commencé à Monaco.
Et puis finir ici à Saint-Brieuc, ça fait quand même beaucoup de changements et tu as passé aussi par de nombreux clubs comme le Puy, tu nous as dit, ou Orléans par exemple. Donc j'imagine que tu arrives souvent bien à bien t'intégrer dans les groupes, tout ça. Tu dis, t'as dit, t'aimes bien changer de club. Non, c'est pas que j'aime bien, c'est à chaque fois le, le- les occasions qui se sont présentées pour moi. J'aurais aimé faire plus longtemps que 3 4 ans dans un club, mais ça s'est jamais forcément présenté à moi. Donc c'est pour ça, pourquoi pas le faire ici à Saint-Brieuc, dans un endroit où on se sent bien, dans un club où je me sens bien. Quand on est un peu plus jeune, aller un peu plus haut. Quand ça se passe pas bien, ben, on aspire à se relancer quelque part d'autre. Donc quelque part, c'est le foot qui est comme ça et voilà, c'est des opportunités qui sont présentées à moi différemment dans ma carrière. J'ai essayé de les saisir et de faire des choix à chaque fois du cœur. J'ai toujours réfléchi mes choix et aujourd'hui, je les regrette pas parce que j'ai jamais fait un choix comme ça sur un coup de tête où j'ai pris une décision à la légère. J'ai toujours réfléchi, donc aucun souci. Et donc du coup, oui, ça t'amène à droite à gauche. J'ai fait les 4 coins de la France, on va dire. Et c'est quelque part, c'est très enrichissant et je suis très content de l'avoir fait parce que j'ai rencontré tellement de monde quand j'ai joué dans le Nord, quand j'ai joué même en Bretagne ou à Orléans ou à Bourg. On rencontre différentes personnes Ouais. qui viennent de différents endroits en France. Et donc, c'est super enrichissant. Ok. Franchement, on a beaucoup appris, moi et ma femme et du Ouais. coup mon fils, même s'il est petit, on apprend beaucoup de rencontrer les gens un peu de Ouais. partout. Ouais, et puis à chaque fois, c'est différentes cultures, etc. Et du coup, nous, on se posait la question, puisque bah, tu as connu quand même différents stades, tu as connu la nationale, tu as connu un petit peu un club de Ligue 2. Est-ce que là, tu peux nous dire si tu vis du foot actuellement ou si tu travailles à côté? C'est quand même intéressant de savoir. C'est toujours un statut un peu complexe, le Bien sûr. statut de joueur semi-pro, entre Ouais. guillemets. Oui, j'ai la chance de continuer à vivre du foot. Voilà, comme tu disais, les semi-pros, c'est des contrats fédéraux, ça s'appelle. Ouais. Donc, euh, donc voilà, moi je suis sous contrat fédéral et ça me permet de vivre uniquement du foot. Cette année, en parallèle, j'ai pris un autre poste qui me coûte très peu d'heures, qui me coûte une dizaine d'heures dans la semaine. Je suis éducateur au lycée du Sacré-Cœur Ok. à Saint-Brieuc, donc j'entraîne la section foot du lycée. Voilà, j'arrive à 35 ans et c'est une opportunité qui s'est présentée à moi pour préparer ma reconversion. C'est quelque chose que je fais vraiment dans l'idée d'apprendre et de préparer l'après-foot parce que bah, ça va arriver tôt ou tard, le plus tard possible parce que je me sens bien, mais ça va arriver malgré tout. Vous êtes maintenant en quart de finale contre le PSG, le plus gros club de France. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du tirage? Au moment du tirage, on s'est tous retrouvés au club. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire, de vivre le moment ensemble. Et c'est vrai que quand on a pris Paris, bah, franchement, tu peux pas rêver mieux. Tu prends le top club français historique, ton représentant européen qui en ce moment est en pleine forme. Ouais. C'est un super tirage à domicile. Tu as la chance de jouer au Roazhon en plus, donc tu vas jouer dans un stade de 30 000 places contre une équipe de top niveau européen. Nous joueurs semi-pro, Ouais. avec le statut semi-amateur, on va dire, tu te frottes pendant 90 minutes à la crème de la crème européenne. Il n'y a pas mieux pour un Ouais, c'est joueur. un plaisir. Donc moi, pour ma part, c'est mon premier quart de finale à bientôt 35 ans. Donc ça veut dire que faut jouer le match à fond et prendre du Ouais. plaisir Ouais, surtout. Mais le plaisir, il passera par le fait de jouer à fond, ce pourcent de chance qu'on ouais. a peut-être. Si on est là comme ça en mode spectateur, on prendra même pas de plaisir, quoi. Justement, Peut-être, tu abordes cette facette où tu prends beaucoup de plaisir. Euh, Nous, on voulait te parler justement de la préparation mentale avant un match comme ça, parce que on en parlait justement en off. La gestion entre la N2 et la Coupe de France, ça peut ne pas être facile. Est-ce que tu arrives à gérer justement cet aspect de basculer d'une compétition à une autre tout en restant concentré sur les deux? Oui, oui. De toute façon, déjà, tu n'as pas le choix. Maintenant, la N2, c'est un championnat qui a énormément progressé, qui est très compétitif. Honnêtement, il n'y a aucun match facile, il n'y a aucune équipe en grande difficulté. C'est toujours des matchs serrés, c'est toujours des matchs compliqués. Donc, si tous les week-ends, tu n'es pas prêt à aller au combat et à faire un bon match, tu ne vas pas exister dans ce championnat. On doit avoir cette capacité de le faire. Sinon, on ne va pas rester sur le match de Nice pendant 3 mois. Ouais, Ça bah n'a oui. aucun sens. C'est vrai que quand tu joues en semaine,
le match de championnat arrive très vite. Mais non, cette faculté de basculer, hop, dès le surlendemain, le lendemain, tu savoures, tu profites, tu récupères un peu, tu te retrouves avec les gars de l'équipe pour un petit décrassage, tu es encore un peu sur ton nuage. Et dès le lendemain, il faut en redescendre, même si c'est pas facile. Et voilà, donc rien à dire au niveau de la mentalité. On a quand même réussi à le faire et on n'a pas été payé en l'occurrence sur le match juste après Nice au niveau comptable. Mais on a été capable de le faire et là on en a encore un vendredi. Si on arrive à bien le négocier, c'est la meilleure manière de préparer Paris en fait. On peut pas penser, tu es obligé de penser à Paris, mais tu peux pas uniquement penser à Paris. Tu dois d'abord passer par Granville vendredi, qui va être un match difficile. Et pendant cette Coupe de France, justement, tu as été l'un des grands artisans de ce parcours. Avant les 16e de finale, vous n'avez encaissé aucun but. Donc ça veut dire que tu étais vraiment l'un des piliers de l'équipe et un des éléments peut-être le plus important de ce parcours. Le plus important, le mot il est fort. Parce que vraiment, comme je disais, tu peux pas faire un parcours de coupe si tu n'as pas une bonne mentalité, si tu n'as pas un bon groupe de potes. Et la stat d'avoir pris 0 but jusqu'en 16e, elle est très flatteuse pour un gardien, mais elle est aussi révélatrice de l'état d'esprit de l'équipe. C'est-à-dire que il y a du dépassement de fonction, chacun fait le nécessaire pour défendre, pour que son équipe encaisse pas de but. Et du coup, cette stat, elle révèle cet état d'esprit qu'on a. Est-ce que en tant que gardien, et là c'est un aspect plus général, est-ce qu'en tant que gardien, ta préparation physique d'un aspect purement sportif, elle est différente que celle des joueurs? Par exemple, on sait que l'été, est-ce que tu fais quand même du 15-15, etc. Ou est-ce que tu te concentres spécialement sur ta vocation de gardien? Non, généralement, depuis que je joue, il y a toujours eu des mix qui ont été faits, c'est-à-dire que le travail vraiment purement de course physique, on va le faire au début pour pour avoir de la caisse, pour avoir du répondant, parce que la saison elle est longue et que dans tes entraînements spécifiques, il va falloir avoir de la caisse et il va falloir tenir le coup. Donc il y a un travail foncier qui est fait et après, au bout de 2-3 semaines, tu vas commencer à te spécialiser plus sur le poste. Voilà, avec des spé intenses, avec des efforts que tu vas plus retrouver dans la saison parce que un gardien qui court du fractionné pendant 90 minutes, ça n'existe pas. Donc pour moi, il faut l'avoir pour pouvoir encaisser les charges de travail ensuite spécifiques. Et depuis quelques années, justement, ce poste de gardien de but a vraiment beaucoup évolué. Maintenant, on va plus le chercher au pied, tout ça. Est-ce que toi, tu as dû justement changer ton jeu ou alors tu es resté justement sur tes bases si tu avais un jeu spécifique à cela? Tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de t'adapter, sinon c'est trop compliqué. Surtout à ce poste-là où on demande énormément aux gardiens. On demande même beaucoup trop à mon sens, surtout pour le jeu au pied. Maintenant, il faut un gardien qui fait 2 mètres, qui prend tout dans les airs, qui est bon sur sa ligne, qui garde un maximum de ballons et en plus qui a la relance de même qualité qu'un numéro 10. Donc pour moi, il faut que le gardien s'adapte, que le gardien évolue, c'est évident. Mais il faut, et c'est là où la jeune génération de gardiens, je trouve que parfois elle se trompe un peu, sans faire le vieux réfractaire ou quoi. Mais un gardien, il est fait pour arrêter des ballons de base. Donc c'est vrai qu'un gardien qui va trouver une bonne relance et tout, c'est très intéressant. Mais derrière, moi en tant que gardien, je suis vraiment à l'ancienne et moi le gardien doit faire des arrêts, doit être efficace, doit faire le bon geste pour garder son équipe dans le match ou alors garder un score. Si tu prends pas de but déjà, les 2-3 relances que tu as loupées, on s'en souviendra plus. Tant pis. Après, il faut voir comment faire mieux, etc. Il faut s'améliorer, faut être à la recherche de progrès. Mais à la base, déjà, si sur ta ligne et dans ta surface, tu te comportes vraiment comme un gardien, déjà, pour moi, la base, elle est là. C'est ça qui est un peu cruel aussi dans le poste de gardien de but, c'est que tu peux faire 5-6 relances de très bonnes, mais si par exemple on prend un but, on va retenir justement ce but pris et pas… Exactement. Puis un numéro 6 qui loupe sa relance, il sait qu'il y a une défense, qu'il y a un gardien derrière. Le gardien qui loupe une relance un peu risquée, ça paye cash. Et donc justement, un des principaux défis en tant que gardien, les pénaltys. On l'a vu depuis le début de la compétition. On peut parler de toi comme un expert des pénaltys vu le nombre de séances que vous avez gagnées. Comment tu gères justement la préparation des pénaltys? Très, très simplement, je fais aucun travail de vidéo.
Parce que, en fait, c'est réfléchi, c'est calculé de ma part parce que il y a 3-4 ans de ça, quand j'étais à Orléans avec le coach des gardiens, on faisait avant chaque match un travail de vidéo pour analyser les tireurs. C'était un boulot très intéressant, très précis, très méticuleux. Donc, moi, j'avais plaisir à l'étudier. Et en fait, sur cette saison-là, on concède 10 pénaltys et j'en arrête aucun. Ok, Donc, c'est c'était mal. assez frustrant pour moi. Pour un gardien, c'est assez frustrant. Je sentais pas trop les coups. L'année d'après, avec mon coach des gardiens, je lui ai dit, écoute, on va plus les étudier, on va voir ce que ça donne. Et j'ai commencé à en arrêter. Voilà, je me suis dit, ben, laisse-toi un peu driver, laisse-toi un peu, laisse le moment du match un petit peu décider, laisse ton instinct décider aussi, laisse ta sensation. Voilà. Et moralité, ben, ça m'a permis d'en sortir, de reprendre un petit peu confiance sur cet exercice. Donc tu as continué. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais continuer. Ce que je vais étudier par contre, c'est la course des joueurs. Ok, S'ils marquent un temps d'arrêt, s'ils ont une course assez constante ou justement si elle est lente, si elle est rapide. Ça, je vais l'étudier parce que c'est important pour moi. Mais aujourd'hui, si je te dis tel joueur, il tire 60% à droite et 40% à gauche, tu pars où? ouais, bah, Voilà. c'est Et les compliqué. joueurs ont la capacité de tirer même maintenant en N2, en N3, même en R1. Ils ont la capacité de tirer à Et- droite ou à gauche, Ouais. et même au milieu. Et parmi toutes ces victoires en Coupe de France, Annecy, Le Havre, Nice, c'est quelle victoire qui t'a vraiment marqué et que tu en es le plus fier? Bah, franchement, Nice, Ouais. au vu Ouais. du scénario, le scénario, il est incroyable. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vibré devant la télé aussi. Bah, il Ah ouais. m'envoyait il Moi, m'envoyait j'étais des fou, hein. messages. Et puis après, il m'envoyait des messages. Ouais, va regarder le multiplex. Moi, j'étais fou Saint-Brieuc devant le et match. tout. Non, mais en fait, pendant 80 ou 75 minutes, tu vois quasiment pas le jour contre Nice qui est venu sérieusement faire son match, qui, je pense, a fait une erreur, celle de penser qu'1-0 c'était fini, parce qu'ils étaient en maîtrise. Et puis, à un quart d'heure de la fin, bah, toi, tu joues ton truc à fond, tu te dis que bah, quitte à pas passer, autant emballer le match à la fin. Et puis, tu mets un doublé en 4 minutes en fin de match comme ça par ton défenseur central qui se retrouve 2 fois aux avant-postes. C'est un scénario exceptionnel. C'est la magie de la Franchement, Coupe de France. ouais, il y a que la coupe qui peut proposer ça en championnat. Tu verras jamais ça. Ou une fois tous les, je sais pas quand. Et en fait, toi, tu égalises 88 ou 89e déjà. C'est énorme. Ouais. Déjà, si tu amènes Nice au péno, c'est énorme. Et donc, on est là, on commence à jouer la montre pour aller au péno parce que ben, tu te dis une chance sur deux de passer, quoi. Ouais. Et surtout que ça nous avait plutôt bien réussi jusqu'à présent. Donc moi, en tant que gardien, je commence à me mettre dans ma séance en finissant le match, mais je me mets dans ma séance. On commence à gagner un peu de temps, à jouer un peu la montre pour aller au péno. On subit un coup franc, hop, on joue le contre à fond. Et tu as ton central qui fait un sprint de 100 mètres pour aller finir, quoi. C'est Ouais. du jamais vu, mais c'est à l'image de l'équipe, tu vois. C'est à l'image de la mentalité où on va toujours chercher plus et c'est pour ça qu'on fait un parcours aujourd'hui. Bah, quand un groupe vit bien, on le voit justement sur les matchs, sur les résultats. Ça se voit Exactement. directement. Et puis justement, dans l'équipe, on pourra citer par exemple Christophe Carvat. Est-ce que tu as encore l'impression d'apprendre, même à ton âge? On ne dit pas que tu es vieux, mais tu commences à te faire ancien dans le monde du football. Est-ce que tu as l'impression de continuer d'apprendre même encore aujourd'hui? Après, on imagine avec un parcours comme ça, c'est des choses nouvelles pour toi. Mais est-ce que tu as l'impression d'encore gagner du niveau et encore apprendre de nouvelles choses? Ouais, t'apprends. Pour moi, tu progresses à tout âge, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le foot ou même dans n'importe quel travail au quotidien. Pour moi, tu es toujours amené à progresser, à t'améliorer. Et même encore aujourd'hui, et jusqu'à ce que j'arrête, je progresserai, je m'améliorerai sur des points, sur des choses. C'est évident. Et donc, l'après-football, justement, on en a parlé en début d'interview. Est-ce que, par exemple, après ta carrière, tu penserais rester dans le monde du football, comme par exemple entraîneur des gardiens ou entraîneur principal, ou alors changer complètement de domaine et passer vraiment à autre chose? Moi, aujourd'hui, c'est vrai que le foot, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'aime, qui m'a toujours animé. Mais aujourd'hui, mais on parle vraiment que d'aujourd'hui, les choses peuvent changer, peuvent évoluer. J'ai pas envie d'être entraîneur d'une équipe. C'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. On peut toujours, on verra, peut-être dans 5 ans, on se revoit et j'aurai une équipe à charge. Donc, il faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, à l'instant T,
J'ai pas envie d'avoir une équipe à charge parce que j'ai pas envie aujourd'hui d'avoir de choix à faire le week-end. Ok. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et donc moi aujourd'hui, le fait d'entraîner par exemple la section foot d'un lycée, c'est quelque chose qui peut vraiment m'intéresser, être vraiment La dans le formation de base. partage, voilà, et aider les jeunes de cet âge-là qui sont en U16, en U17, leur apporter ce que j'ai appris et ce que le foot m'a apporté, leur apporter vraiment purement voilà, dans le partage sans avoir à me dire ah lui est pas performant donc il jouera pas samedi. Ouais. Mais voilà, dans tous les cas, ce qui peut être sûr, il y aura du foot dans mon quotidien, même quand j'arrêterai, ça c'est sûr. Ouais, parce que c'était vraiment ta passion et de plus en plus maintenant, on parle de la santé mentale des joueurs, etc. Et nous, c'est un aspect qui nous intéresse particulièrement. Euh, Est-ce que tu prends autant de plaisir que quand tu étais en jeune à faire du foot? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de pression sur le résultat, même en National 2, Ouais. faut qu'on crédibilise justement cette C'est pression-là. Est-ce que tu arrives quand même à prendre du plaisir quand tu joues? complètement. J'arrive à prendre beaucoup de plaisir. Sinon, bah, je continuerai pas. Ouais. Et, à 34, 35 ans, tu dis allez, stop. Non, justement, moi, je prends beaucoup de plaisir parce que bah, déjà, je touche du bois. Je me sens bien, je me sens en forme. Mon corps, il est en forme. Et mentalement, en fait, j'expliquais ça à certains jeunes de la section. En fait, il faut avoir la capacité à déconnecter au bon moment aussi. Si tu manges foot et tu dors foot pendant 20 ans, Au bout d'un peut-être il y moment, tu en a, craques. voilà, peut-être il y en a, ça leur convient. Moi, c'est quelque chose que j'aurais pas pu. Parce qu'il y a des moments où il faut être sérieux, il faut être concentré, il faut être, même dans sa semaine, voilà, je me suis toujours imposé de manger correctement, de dormir, de me reposer, de pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à jouer. Mais il y a d'autres moments, quand c'est le bon moment, où il faut savoir déconnecter. Ouais. Penser à autre chose, boire un coup avec les collègues, manger au restaurant, aller faire un tour avec sa femme, avec son fils. Voilà, il faut savoir déconnecter. Et c'est sûr qu'avec l'arrivée de mon enfant il y a 3 ans et demi, eh ben, tu relativises beaucoup de choses. Ouais. Voilà, un match loupé, ben, tu rentres chez toi, tu es avec ta famille, tu dis bon, le match il est loupé et puis C'est pas grave, on c'est pas passe à autre grave, on chose. passe à autre chose. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, tu prends plus de recul. Puis justement, bah, on a complètement oublié de te poser la question en début d'interview, mais comment cette passion du football elle est arrivée? Bah déjà, j'étais dans une famille où mon père aimait beaucoup le foot. Donc c'est vrai que ben, le dimanche matin, il y avait téléfoot, le samedi soir, il y avait jour de foot. Et puis quand j'étais petit, si je devais jouer avec mon grand frère et ses copains, C'était le foot. et ben ils jouaient au foot, et ben je devais aller dans la cage. Le petit, il allait dans la cage. Et donc c'est comme ça que ben, moi j'ai développé l'intérêt du poste de gardien. Et puis ben, j'ai toujours voulu jouer au foot aussi. Et t'as jamais vraiment envie de changer de poste? T'as toujours été animé par le poste de gardien de but? Ouais, comme je te dis, ça m'a toujours plu. Ouais. Et du coup, ben, moralité, tu signes dans ton petit club de village à 6 ans. Tu te mets dans la cage parce que ben, dans ces clubs-là, ils cherchent absolument des gardiens. Il y a Bah très ouais. peu de volontaires. Et puis, dès le début de saison, il y a un jeune qui saute partout, qui plonge partout, qui veut aller dans la cage. Et ben, ils m'ont mis. Et puis, j'ai jamais lâché le truc parce que j'avais vraiment envie de. Moi, j'avais vraiment ce truc de plonger, d'arrêter Ouais. les ballons. C'était vraiment quelque chose qui m'animait vraiment. Et avec les nombreux clubs justement que tu as fait à travers la France, est-ce que tu as remarqué une différence de jeu, au niveau oui, purement footballistique du jeu, entre les différentes régions de France? Non, pas forcément. C'est de manière globale, le niveau il a progressé. Tu vois, quand j'ai commencé en réserve à Monaco en CFA, donc N2, et que j'ai retrouvé la N2 en 2017 avec Le Puy, mais C'était plus le même monde. c'était complètement différent. Les équipes étaient beaucoup plus Pro? oui, beaucoup plus pro, Et armé beaucoup pour mieux jouer préparées, beaucoup mieux armées, on va dire. Et quand tu vois des équipes de N2 aujourd'hui, tu as quasiment la totalité qui a fait un centre de formation. Ouais. Tu as des anciens pros, tu as des joueurs qui, 2 ans avant, jouaient en Ligue 2 ou même en National et viennent jouer en N2. C'est super attractif la N2 maintenant. Bah, justement, moi étant licencié dans un club de N2, bah, justement à Locminé, je vois le quotidien des joueurs et même le niveau vraiment, vraiment très élevé. C'est quasi du professionnel maintenant. Ah oui, mais complètement. Moi, pour moi, le niveau,
j'ai commencé donc à 18 ans en N2 et ensuite j'ai été prêté en national donc à Martigues à 21 ans. Et en fait, du coup, j'ai connu le national maintenant il y a presque 15 ans. Et en fait, le niveau national de l'époque, c'est le niveau N2 aujourd'hui et même N3. plus fort. Ah ouais. Ouais, ouais. Sans Ok. dénigrer le niveau parce que tout a évolué en fait. Et le Ouais. niveau national est peut-être du niveau de la Ligue 2 d'il y a 15 ans, Oui, oui, ok. peut-être. Sans doute même, sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Et justement, moi, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, c'est quand on parle de Coupe de France et notamment de votre parcours, on dit que c'est entre guillemets encore une équipe amateur. Est-ce que la différence se fait plus d'un point de vue technique ou d'un point de vue physique entre justement les N2 nationales et Ligue 2, Ligue 1? le niveau s'est resserré, mais quand tu vois le match contre Nice, si le match contre Nice, on le joue au Roazhon, pas sûr qu'on le gagne. Ok. Parce que le terrain qui était moins bon nous Ouais. a facilité, sur ce match-là en l'occurrence, parce on avait affaire à des joueurs de niveau européen. Ouais. Ça va très vite. Nice, en tout cas, m'a fait une grosse impression parce que ça va très, très, très vite. Techniquement, c'est très, très propre. Et je pense que la différence aujourd'hui entre la N2 et la Ligue 2, par exemple, ça va être sur l'aspect technique. Ah ouais. Ouais, parce que physiquement, aujourd'hui, la preuve, on sort Nice dans les arrêts de jeu. Donc ça veut dire que Ouais. même en ayant subi les trois quarts du match, on avait cette ressource, cette capacité pour, malgré la fatigue, aller gagner le match à la 95e. Et c'est ton défenseur central qui fait un sprint de 100 mètres. Donc, ça veut dire que physiquement, maintenant, en N2, c'est ton boulot. Tu es préparé comme un joueur pro. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des joueurs de N2, ils signent en Ligue 1 ou en Ligue 2 et ils jouent de suite quasiment parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Tu prends Justin Bourgault qui jouait latéral gauche ici chez nous à 18 ans à Saint-Brieuc. Il signe en N1 à Concarneau l'été dernier et là il signe à Brest et il a commencé en Ligue 1 il y a une semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un an jour pour jour, il était en N2 Maintenant, et en doit fait jouer en il a Ligue 1. fait entre-temps 10-12 matchs de national et il joue en Ligue 1. Mais il est prêt, il est prêt. Il est prêt parce qu'il est préparé. C'est drôle que tu dis ça parce que justement, quand on en parle, personnellement, je sais pas pour toi, mais on entend beaucoup l'inverse, que c'est l'aspect technique qui est moins bon. Athlétiquement, surtout, moi j'entends ça, qu'il y a une grosse différence athlétique. Et- Moi, je suis pas forcément d'accord parce que sur les matchs de coupe, quand on a joué contre des équipes, les trois équipes pro, on a plus que rivalisé. Ouais. Et donc, moi, je vois mon équipe, je vois mes coéquipiers, ils ont couru autant que les joueurs du Havre, que les joueurs d'Annecy et les joueurs de Nice, si ce n'est pas plus, parce qu'il faut que tu ailles chercher plus pour passer. Et moi, c'est plutôt sur l'aspect technique où ça va plus vite en Ligue 1, il y a une meilleure vision du jeu, Ouais. il y a une meilleure vitesse d'exécution et le sens du déplacement est meilleur. C'est pour ça qu'il y a des exploits en coupe, de plus en plus. Nous, on a galéré à sortir des équipes de R1 les tours d'avant et on gagne 1-0. Et à la fin, tu te retrouves en quart. Tu vois, c'est en souffrant un peu Ouais. que tu te retrouves là. Mais parce qu'on a joué contre des joueurs qui étaient bons techniquement et qui en plus physiquement et athlétiquement étaient prêts. Et ouais, comment vous avez justement arrivé à gérer? Parce que tu dis Plouvendre premier tour, justement, c'était vous les favoris. Eh oui. Et quand vous arrivez à progresser dans les tours, c'est vous les petits poussets. Donc comment il y a cette balance que tu arrives à gérer justement, ou même l'équipe arrive à gérer? On a eu la chance, entre guillemets, on a pris, entre guillemets, des équipes de niveau inférieur. On a très bien négocié les matchs. Et puis au 8e tour, on prend Saint-Malo, qui était leader de la poule. Donc du coup, pour nous, on l'a pris comme un grand rendez-vous, comme un gros match à jouer contre l'équipe qui est première de notre poule. Du coup, on passe au péno. Et ensuite, derrière, on prend une Ligue 1. Donc en fait, la bascule, elle s'est faite assez facilement parce que tu joues des équipes entre guillemets de niveau inférieur où on a dû faire des bons matchs. Tu prends Saint-Malo, tu les élimines, ton leader invaincu de la poule. Et ensuite, tu prends une Ligue 1, une Ligue 2, une Ligue 1. Ouais. Donc en fait, la transition, elle s'est faite assez Fluide. progressivement. T'es pas passé d'une R3 à une Ligue 1, tu vois. Mais est-ce que justement, en étant un des cadres du vestiaire, est-ce que justement les jeunes n'ont pas tendance à s'éparpiller et c'est à vous, les anciens, justement, de Si, les si, remettre. c'est à nous. Que tu fasses un parcours ou pas, quand tu es jeune, tu peux ne pas encore avoir
tous les codes, avoir tous les modes de fonctionnement adaptés, ce qui est tout à fait normal. Et dans ce groupe, on a vraiment une très bonne mentalité. Et du coup, le lien entre guillemets les anciens et les jeunes, il se fait vraiment facilement et naturellement. Et c'est vraiment très, très plaisant au quotidien. Ouais. Et donc justement, tu parlais de lien tout à l'heure entre les joueurs. On a vu ta célébration. C'est bien parce que justement, ça permet de montrer que même s'il y a une différence d'âge entre les plus jeunes et maintenant vous gardez ce grain de folie, pardon. Ouais. Mais tu vois, sur le match d'Annecy, à la collation, on se dit celui qui marque, il fait le cheval parce que on s'amuse à jouer aux petits chevaux dans le bus. Ouais. C'est le jeu des petits chevaux. Et comme ça, à la collation, à 4 heures, je sais plus à quelle heure on a pris la collation, celui qui marque, il fait les petits chevaux. Ah ouais, ça peut être marrant. Nan. Moralité, tac, on va au péno, tout ça. Et le gars, il tire sur la barre, donc moi, c'est même pas moi qui fais l'arrêt. Et en fait, on est tellement pris d'euphorie que moi, je cours et je commence à faire le petit cheval parce que tac, j'ai eu un tilt au moment où on en a parlé 5 heures avant. Ouais. Et en fait, il faut que ça nous anime malgré l'âge. Parce que si tu n'as pas ce grain de folie, si tu n'as pas ce truc un peu où tu te laisses un peu aller quand tu peux, et c'est dommage. On parlait tout à l'heure de la valorisation justement de plus en plus du niveau national, National 2, National 3. Et justement la décision de la Ligue de créer potentiellement une Ligue 3. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis absolument pour. Parce que comme je te disais avant, même en N2 et même certains clubs de N3 fonctionnent et vivent comme des clubs pro avec des joueurs qui s'entraînent le matin, avec des joueurs qui ne travaillent pas à côté. Donc, il est évident que la nationale, il faut qu'elle soit pro. Pour moi, c'est une évidence. Et donc, si tu arrives à mettre en Ligue 3, tout le monde est pro, et déjà, les clubs partent sur le même pied d'égalité. Ouais, ok. Et puis, ça serait dans le bon sens. Ça serait dans le sens où tu as la N3, tu as la N2, tu as la N1 qui progresse. Faut professionnaliser la Ligue 3, enfin la nationale. Et justement, dans tout cet aspect-là, on parle de plus en plus de football business. C'est peut-être bête comme question, mais est-ce que tu sens l'impact de monter des sommes d'argent plus haut, que ce soit dans les transferts, mais aussi dans les salaires? Est-ce que tu le ressens même en National 2? Non, pas forcément. Pas forcément parce que dans ces niveaux-là, National 2, le Covid, il a eu un impact où les clubs ont moins de moyens, ça a refroidi un peu tout ça. Et ce qui se passe en Ligue 1, au PSG et tout, nous, on est à des années-lumière de ça et on n'est pas forcément impacté directement. Donc non, nous, on ressent pas. Okay. On ressent pas. Petite question à poser par rapport au PSG. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure, justement, tu voulais exploiter ce pourcent de chance de se qualifier. Est-ce que tu supportes un club en particulier ou pas, à part Saint-Brieuc? Non, même pas. Moi, je regarde très peu de matchs à la maison. Ok. Quand je te parle de déconnecter, ça passe par là aussi où je regarde de temps en temps parce que voilà, j'aime le foot, mais voilà, c'est pas quelque chose. Je vais pas me dire tiens, il y a ce match-là, plus de bruit à la maison, je regarde le match. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose depuis quelques années. Voilà, j'ai pris du recul par rapport à ça et c'est pour ça que quand j'en regarde un de match, je prends beaucoup de plaisir à le regarder parce que j'ai pas de surconsommation et je vais regarder le match. Mon téléphone, il sera posé, je vais regarder le match. Voilà. Moi, mettre un match et passer 3/4 d'heure sur mon téléphone, ça n'a aucun sens en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir. On le meilleur pour Paris. C'était cool les gars, franchement. Et surtout, on essaiera de venir au stade. Ouais. Et ce sera avec plaisir de te voir encore faire le cheval après. Écoute, si je fais le cheval contre Paris, c'est que ça sera bon. Ça sera bon aussi. Ça sera bon.